Je pense que c'est plutôt une bonne période, en fait, en tant qu'investisseur. Si nous avons gelé un certain nombre d'opérations, on n'a jamais été aussi actifs. Bonjour Jean-Marc, bonjour Jean-Michel. Merci beaucoup d'être disponible aujourd'hui pour cet échange. Évidemment, ça n'a échappé à personne. On est dans un contexte assez inédit, mais justement, on a besoin de capitaines d'industrie, d'entrepreneurs, de bonne volonté pour continuer à faire battre efficacement le cœur de ce secteur qu'on aime beaucoup. Vous avez des casquettes très opérationnelles dans l'investissement et une vision assez dynamique de notre secteur. C'est pour ça que je voulais qu'on puisse échanger ensemble. Peut-être je vous laisserai chacun votre tour pour les très rares qui ne me connaissent pas encore en deux mots vous présenter le périmètre de vos activités. On peut commencer par là. Je laisse peut-être Jean-Marc peut nous dire en deux mots qu'est-ce qui se passe du côté de Extend, qui vous êtes et c'est quoi votre périmètre. Oui, avec plaisir. Déjà, merci de nous inviter, de nous donner la possibilité de prendre parole aujourd'hui. Donc, Jean-Marc Pallon, moi, je suis le président d'une société de gestion agréée par l'AMF qui fait de l'investissement pour compte de tiers et on investit essentiellement dans de l'hôtellerie d'affaires. Donc, la société que je représente aujourd'hui est investie en Europe dans 210 actifs qui sont essentiellement des actifs économiques milieu de gamme donc pour donner des flux de déplacement de gens qui travaillent au quotidien. Jean-Michel Dalmasso, je suis président de Dalmata Hospitality. On a une cinquantaine d'hôtels sur le territoire français. Comme Jean-Marc, on est essentiellement sur l'économique. Et donc, on se concentre sur des hôtels de 1 à 3 étoiles, que ce soit en cœur de ville ou dans les lieux de circulation en France, sur tout le territoire. On détient les murs, on détient les fonds de commerce, on est opérateur, propriétaire de tous nos actifs. Jean-Marc, qu'est-ce qui t'a amené dans ce secteur et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette belle industrie qui est l'industrie hôtelière et aujourd'hui, comment tu réévalues un peu ton approche? Est-ce que les choses ont changé du point de vue d'un investisseur ou est-ce que c'est une crise qu'il faudra surmonter? Les fondamentaux étaient et je considère restent aujourd'hui excessivement importants. Pourquoi on est allé dans cette industrie? D'abord parce que, comme je le disais, on fait de la gestion pour compte de tiers. Donc on représente les intérêts d'investisseurs, particuliers, personnes physiques, mais également d'investisseurs institutionnels et dès que tu investis dans un actif tangible et un hôtel, c'est un actif tangible et comme Jean-Michel également, nous en sommes propriétaires, c'est-à-dire qu'on est propriétaires des murs et des fonds. Donc on a finalement, des actifs qui passent relativement bien les crises, on reviendra là-dessus et donc qui ont des valeurs intrinsèques très, très fortes, quels que soient les cycles de marché. Et puis tu es dans un contexte, général, de l'hôtellerie et notamment en Europe où tu es dans un contexte où tu as une demande d'hébergement qui croît plus rapidement que l'offre. Et ce qui signifie que tu as des taux d'occupation qui sont structurellement très importants en Europe de par ce décalage, vraiment les plus importants au monde et qui sont encore plus ce décalage entre offre et demande est encore plus renforcé sur la partie, économique, milieu de gamme dans l'hôtellerie d'affaires et aussi une des raisons pour lesquelles on est, aujourd'hui fortement positionné sur ce segment qui de ce fait est beaucoup plus résilient. D'accord. Et Jean-Michel, de ton côté, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans ce secteur et qui t'a décidé de franchir le pas de l'investissement? Alors, à peu près les mêmes drivers que vient de rappeler, Jean-Marc, clairement. Je rajouterai un point, qui paraissait essentiel dans notre thèse d'investissement pour nos investisseurs, qui sont aussi institutionnels et personnes avec une certaine capacité d'investissement. C'est qu'on souhaitait se concentrer, sur l'économique, vraiment sur l'économique, c'est-à-dire on ne dépasse pas le 3 étoiles, avec une volonté d'être extrêmement opérateur, dans les hôtels. C'est-à-dire que nous, Dalmata Hospitality, c'est avant tout une société, d'exploitation et nos investisseurs ont investi dans cette société d'exploitation qui, par ailleurs, détient l'ensemble des murs. L'objectif étant de pouvoir gérer de façon très fine l'ensemble de la chaîne de la valeur qui est constitutif de ce segment d'activité, qui va évidemment de la valeur de l'actif immobilier, sa survalorisation par une meilleure, valorisation du fonds de commerce, un travail très approfondi sur le fonds de commerce et donc la création d'une clientèle et par ailleurs, une valeur de plateforme qui est, la plateforme Dalmata Hospitality qui est là pour, pouvoir, effectivement gérer pour le compte de nos investisseurs l'ensemble de ces hôtels avec, je dirais un effet de masse, le plus puissant possible. C'était ça notre thèse d'investissement avec, les mêmes drivers de fonds qui sont ceux qu'a rappelé, Jean-Marc sur la pertinence de notre point de vue
du segment économique dans l'hôtellerie, a fortiori en France. Mmh. Qu'est-ce qui a changé dans votre logiciel en termes d'investissement? Je vous laisserai répondre tous les 2 là-dessus parce qu'évidemment, on voit bien qu'il y a il y a comme un trou d'air, hein, les crises économiques, on en a l'habitude, mais celle-là, elle a quand même une saveur un petit peu particulière. Personne n'a de boule de cristal à date, pour voir ce qui va changer. Est-ce que vous pensez que les fondamentaux sont solides? Et comment aujourd'hui, vous avez encore le droit d'évoluer dans votre réflexion, mais qu'est-ce qui va probablement évoluer d'ici à la fin de l'année ou sur les 18-24 prochains mois d'un point de vue d'investisseur quand on regarde des deals ou quand on regarde l'activité de ceux qui sont déjà en exploitation chez vous? D'une façon générale, d'abord, il y a une crise sur laquelle on a, chacun eu un comportement particulier. Je veux dire, chaque opérateur a géré la crise, sur des considérations de positionnement sur le marché qui sont, très différents. On a dû, changer complètement de pied, ce qui a donné aussi une perspective sur la capacité qu'ont, nos équipes à aborder un changement de paradigme extrêmement brutal et soudain. Pour moi, ce qui est important, c'est que de cette capacité-là, il va falloir l'utiliser encore plus pour les mois qui viennent. C'est-à-dire que la remontée de, je dirais, de pression qu'il va y avoir sur l'activité, sur les 2 premiers mois qui viennent, parce qu'il va y avoir plusieurs phases, sur les 2 premiers mois qui vont arriver, puis d'ici la fin de l'année, ça va être un moment extrêmement important pour arriver à se dire comment on va adresser notre service d'hospitalité, soit à nos clients historiques, soit à des nouveaux clients. Modalité de service, on doit transformer notre activité par rapport aux nouveaux besoins des clients. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qu'on est en train de faire. Je donne un exemple, nos premiers clients corpos qui sont arrivés sur l'hôtel, il y a 15 jours, ont été très sensibles aux problématiques sanitaires. C'est-à-dire s'assurer qu'une chambre que l'on a louée, soit sans risque. On a mis en place un processus je dirais, de garantie sans contact, c'est-à-dire qu'on a tout un processus pour accueillir nos clients et les faire sortir sans qu'il y ait aucun contact. Et ça veut dire rassurer le client, ça veut dire rassurer notre personnel et pouvoir s'assurer que les clients viennent en toute sécurité sur les hôtels. Et ça, évidemment, tous les hôtels vont le faire, mais c'est essentiel. Et dernier point qui nous a énormément surpris, c'est que restant ouverts, tous nos hôtels ont été ouverts. Il y en avait certains qui étaient en veille parce qu'on avait 3-4 chambres. On les a quand même prises. Pourquoi? Parce que les mêmes clients qu'on a accueillis pour faire 3-4 chambres sur une semaine, ils nous appellent aujourd'hui en nous disant: «On n'avait pas l'habitude de venir chez vous, puisque vous nous avez accueillis alors qu'on avait un besoin, on va venir chez vous». Voilà, tu vois? C'est le genre d'éléments complètement intangibles auxquels on ne s'attend pas du tout, on ne peut pas anticiper, mais qui nécessitent un changement radical de façon de travailler. Parce que quand on reçoit des contrats sociaux, des SDF ou des femmes battues, c'est pas la même chose qu'avoir des VRP ou du BTP. Et donc c'est cette dynamique-là qu'il faut créer, cette capacité à tenir sur la distance qui va arriver et s'adapter à des nouveaux paradigmes de marché dont on perçoit assez peu, même si tout le monde dit, l'économique va reprendre en premier. L'économique est plutôt local, donc c'est plutôt, résilient. L'économique, c'est plutôt des segments d'activité qui sont les plus, je dirais, nationaux. Il faut pas sous-estimer le fait qu'il va quand même falloir s'adapter à des paradigmes nouveaux sur le segment. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'évidemment, ça met en lumière l'agilité qui est constitutive des entrepreneurs. Évidemment, dans les situations compliquées, il faut savoir réagir très rapidement, changer un peu de perspective, de business model, et ce côté un peu hybridation de comment on peut réallouer nos actifs qui étaient orientés vers des flux de clientèle traditionnels, mais comment on peut les retravailler sur d'autres typologies de flux de clientèle. Elle est assez intéressante. Je propose qu'on y revienne un petit peu plus tard. Et je voulais avoir l'avis de Jean-Marc, justement, en tant qu'investisseur, avec ses partenaires et les deals qu'il a probablement en cours ou qui étaient déjà en cours avant cette crise. Est-ce que Jean-Marc, de votre côté, vous avez un peu remis à jour votre logiciel et la façon dont vous évaluez le potentiel d'un deal ou du CAPEX ou voilà, tout ce qui va toucher autour de l'investissement? Oui, alors évidemment, pour revenir rapidement, comme on a pu le lire, l'entendre, évidemment que la plupart des deals d'un point de vue général, mais pas uniquement dans l'hôtellerie, hein, quelles que soient les industries, tous les deals qui étaient en cours d'investisseurs, pour la plus grande partie, ont été, gelés, annulés ou décalés, et donc c'est la même chose de notre côté. Néanmoins, pour une simple et bonne raison, c'est, d'abord lorsque
on nous a confinés mi-mars, on ne savait pas que nous pourrions commencer à parler de déconfinement pour le 11 mai. Donc, la première réaction, ça a été d'abord de fermer et de protéger les hôtels. Donc, en ce qui nous concerne, nous, on a fermé 87 de nos hôtels dans un délai record. Donc, on a 13 qui sont restés néanmoins ouverts, de ferme, a priori. Donc, jamais. Donc, tout ceci, il a fallu le faire excessivement rapidement. Puis après, la deuxième chose, c'est évidemment travailler les deals. Parce que comment prendre même possession tout simplement d'un hôtel s'il est fermé, s'il n'est pas actif, ce qui est une problématique, ça, qui est très, très opérationnelle. Après, on est dans de l'immobilier d'exploitation. Donc, on est sur une classe d'actifs qui est au croisement du private equity et de l'immobilier. Donc, ce qui est assez intéressant, et quand on travaille la partie mur et fonds, on a une sous-jacente immobilière qui est quand même très forte, hein, qui en général va représenter entre 50 à 60 de la valeur d'un actif, et la partie fonds de commerce entre un tiers à 40 parfois un petit peu plus. Sur la partie fonds de commerce, c'est un métier qui est très cash riche, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de cash flow. Donc, c'est un peu l'appréciation, on va dire, de ces cash flows disponibles futurs qui permettent de valoriser la valeur d'un fonds de commerce. Quant à la valeur de l'actif, si vous êtes sur un actif qui est souvent pour de l'hôtellerie d'affaires à des emplacements très premium, très core, il garde une valorisation importante. Alors, tout ça pour vous dire, c'est que ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que nous, typiquement, si nous avons gelé un certain nombre d'opérations, on n'a jamais été aussi actifs qu'actuellement pour pouvoir travailler sur des opérations d'investissement, et on a un certain nombre de points d'entrée possibles dès lors qu'on aura plus de visibilité sur la manière dont on peut se déconfiner et remettre en route un certain nombre d'actifs qui nous intéressent. Mais on devrait être très, très actif au cours du second semestre, non pas par cynisme, mais par rapport à une réalité de marché. Il y a beaucoup d'actifs qui sont très intéressants. Donc, je ne juste pas en prendre possession aujourd'hui. Puis, il faudra adapter en effet les prix pour tenir compte, je dirais, à ce qui a pu se passer durant cette année 2020, qui va fortement impacter un peu les valorisations. Bah, justement, je me posais la question il y a quelques semaines. On est rentré dans cette crise avec quand même beaucoup d'equity. Les fonds, en règle générale, étaient quand même bien pourvus. On a des politiques de banque centrale qui sont assez, on va dire, sympathiques. Donc, effectivement, on est rentré, et toute cette equity s'est pas envolée du jour au lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dans toutes les crises, aujourd'hui, quand le moment sera venu, c'est-à-dire quand les choses seront un peu déflatées, c'est cash risking. Il y aura toutes les meilleures affaires sont devant nous. Il y a un nouveau cycle qui est en train de démarrer. Quand on regarde un peu les différentes crises des 2008, des attentats pour la France, ou voire même des gilets jaunes, mais on va dire, parlons des grosses crises donc économiques et attentats, on a pu constater en fait qu'il y a une très forte résilience sur la valeur des actifs. Donc c'est un constat, hein, c'est pas une posture d'un dirigeant ou d'un commerçant que j'ai aujourd'hui. Un peu, c'est une réalité. Parce que je pense qu'en effet, il y a une assez forte résilience, tout simplement là-dessus. Les fondamentaux sont bons. Donc, cash is king, ben oui, il vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir. Après, le point qui est important, c'est la manière dont on finance tous ces actifs. Voilà. Donc, si le recours à la dette est crucial et très important, avec des niveaux d'endettement qui sont très, très forts, c'est sûr qu'il y aura certainement des choses, comme tu parlais tout à l'heure, de logiciels à revoir. C'est un peu trop tôt aujourd'hui de voir quel est l'impact des PGE sur l'analyse que vont faire les banquiers demain sur les niveaux de dette, de LTV, de covenant. Une fois que les banques auront travaillé tous les dossiers PGE, et parfois un peu sous contrainte, quelles seront leurs attitudes demain par rapport à l'octroi du crédit, en termes de montant, en termes de conditions, en termes de covenant. Voilà, donc je pense qu'il y a un phénomène dans le logiciel, il y a un paramètre qui est important, c'est comment sont financées ces futures opérations acquisition. Et pour celles qui ont déjà été réalisées, comment elles ont été financées dans le passé, pour voir comment le modèle va pouvoir soutenir. C'est Alors, une capacité à pouvoir satisfaire les services de la dette. moi, je serais quand même un peu plus, si on triangule 3 aspects. Le premier, c'est, quelque part, l'évolution du RevPAR sur les 18 à 24 prochains mois. 2e aspect, c'est, je dirais, le niveau des taux, à la sortie de la crise. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation significative, ou même, quand je dis significative, c'est par rapport à ce qui s'est passé sur les 24 derniers mois, c'est-à-dire de 50 points de base à 100 points de base sur le financement, et l'impact que ça peut avoir sur la valeur des actifs. Et 3e point essentiel, c'est la position des institutionnels et des acteurs investisseurs sur cette classe d'actifs hôtelière,
qui a énormément été attiré par par ce segment-là sur les 2-3 dernières années. Enfin, je dis pas que c'est que sur les 2-3 dernières années, mais il y a eu vraiment une liquidité, comme tu disais, Angélique, sur ces actifs-là, mais qui aujourd'hui sont confrontés à une information économique qui montre que 90% des hôtels sont affectés par les éléments de crise. Si on triancule ces 3 aspects, je pense que si on fait la valorisation d'un actif donné en tenant compte d'une réduction du RevPAR sur les 24 premiers mois, l'actualisation des flux, de toute façon, fait en sorte que la valeur sera plus basse. L'augmentation des taux, même de 0,5, de 50 points de base ou de 100 points de base, va faire en sorte que la valeur immobilière intrinsèque de ces actifs va de toute façon baisser. Et troisième point, si on a le sentiment que la liquidité qui était forte par des institutionnels ou même par des personnes plus entrepreneuriales, je dirais, high net worth, etc., vont être un peu en recul. Ça joue quand même sur la possibilité d'avoir des prix de marché qui vont être un peu plus bas et donc des opportunités potentielles sur la reprise de certains actifs. Donc je pense qu'il faut et c'est peut-être, c'est souvent en sortie de crise qu'effectivement il y a un ajustement des prix de marché et je pense que ces 3 critères, qui triangulent en fait la valeur d'un actif immobilier de type, d'exploitation, en l'occurrence, particulièrement, l'hôtellerie, je pense que c'est plutôt une bonne période en fait, en tant qu'investisseur et je dirais même que nous, on n'est pas sur le upscale 4-5 étoiles, mais je soupçonne que certains gros investisseurs vont se dire: «Ouh là, il va falloir qu'on s'allège sur ce type d'actifs» et ça va offrir des opportunités pour des investisseurs comme Extend AM ou même nous, par exemple, pour se dire: «Bah, finalement, les prix de marché reviennent à un prix qui est, tu vois, un peu plus rationnel par rapport à ce qu'on pouvait voir du fait d'une surliquidité sur le marché». Donc, c'est, enfin moi, en tout cas, je le lis comme ça. Je pense qu'on peut pas imaginer que sur du 4 étoiles, 5 étoiles sur les 18 à 20 mois, on ait le même RevPAR qu'il y a 3 mois. C'est pas possible. Il va y avoir un ajustement de marché important et c'est là où je dis que sur l'économique, c'est là où le business model est très puissant. C'est que c'est proprement dans un marché qui est domestique sur de la clientèle, business très, je dirais, col bleu, voire col blanc, mais tu vois? Key workers, Heu key workers. exactement, sur des marchés très domestiques ou qui vont pas sur du Airbnb, tu vois? Là, il y a une résilience et un socle fort de clientèle qui nous permet d'envisager que la réduction du RevPAR sur ce segment d'activité sera moins impactée que sur du upscale, hôtelier. Bon, alors, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que notre secteur, quand on fait des cycles longs, on en fait souvent chez MKG pour étudier un peu les sous-jacents du marché. C'est vrai que l'hôtellerie économique ou l'hôtellerie domestique, qui s'adresse essentiellement à ces clientèles-là, elle avait une résilience insolente, hein, elle traversait les crises. Ceci étant dit, déjà 2007-2008, on a senti qu'il y avait eu quand même un contre-coup parce qu'on arrive à une forme de maturité sur ces marchés. Donc forcément, quand les marchés sont en pleine accélération, les crises, ça les fait ralentir, mais il y a pas de retournement. Je pense que c'est quand même un facteur qui va rester, cet aspect résilient par rapport à la demande, mais on a quelque chose qui était assez unique dans cette crise-là. Quand on a les frontières qui sont fermées, les gens qui sont confinés, qui prennent des habitudes pour travailler en visioconférence, peut-être demain des arbitrages sur les déplacements professionnels, ça nous amène à retravailler quelle est notre proposition de valeur avec nos équipements, avec nos actifs. Aujourd'hui, nos actifs, ils sont aussi présents dans une zone de chalandise. Il y aura probablement une destruction significative dans la restauration. Certainement, les meilleurs ou les plus solides s'en sortiront. Mais dans vos établissements, dans des centres urbains, vous avez des offres de restauration, vous avez des équipements qui peuvent être réorientés. Est-ce que ça, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez à la première phase de déconfinement? Je laisserai peut-être Jean-Marc nous répondre là-dessus. Elle est aujourd'hui ciblée à 100 km. Donc, notre clientèle, elle est de facto, alors évidemment, ça ne va pas rester encore heureux, mais ça nous amène peut-être à avoir des réflexions de fond. Je trouve intéressant votre point de vue chez Extend parce que vous faites de l'hôtellerie, mais pas que. Vous avez un peu de la restauration en termes de partenaires. Ce monde de l'hospitalité,
c'est un business qui se regroupe sur différents actifs, mais qui reste assez large. Comment vous voyez ça, vous, de votre côté, chez Extend? En fait, la réalité des choses, c'est un peu ce que tu disais, Vangelis, c'est que la difficulté, c'est va tenir essentiellement au déconfinement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est la période que l'on vit encore actuellement d'un confinement qui est fort, d'un point de vue général, un certain nombre de stabilisateurs qui ont été mis en place, notamment par les différents gouvernements et États, tout le monde l'a salué, tout le monde l'a dit, a permis de protéger, on va dire, les actifs. Ceux qui souffrent effectivement, c'est ceux qui ont attaqué cette crise en étant déjà faibles. Ceux qui ne l'étaient pas avant, compte tenu de toute la partie de stabilisateurs, a priori, dans le confinement, passe ce confinement. Donc la difficulté, c'est de pouvoir remettre en route avec pas mal d'inconnus. Donc il y a des inconnus, il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Donc les facteurs exogènes, c'est évidemment, c'est tant que je ne sais pas si les frontières vont être ouvertes, quand je ne connais même pas encore les modalités de ce que le gouvernement va pouvoir nous dire sur la manière dont on va pouvoir déconfiner, ou est-ce que c'est encore est-ce que c'est un déconfinement ou un confinement allégé sur certaines parties, c'est excessivement problématique parce que c'est évidemment l'offre est drivée par la demande. Donc, ce qui signifie que, deuxièmement, il y a ce facteur que rappelait Jean-Michel, il est indispensable de pouvoir, bien évidemment, offrir un protocole sanitaire qui soit excessivement clair pour pouvoir rétablir la confiance de ses collaborateurs et des clients. Ça, c'est une évidence. Mais il nous faut aussi tout simplement du flux. Et donc, c'est toute cette partie-là et c'est tout cet arbitrage qui peut être éventuellement compliqué aujourd'hui pour certains exploitants, qu'ils soient hôteliers ou autres, pour se dire est-ce que je rouvre, à quel moment je vais rouvrir? Est-ce que finalement, je n'ai pas plus intérêt à rester en période moi-même de confinement prolongé versus que de rouvrir? C'est pour ça que la difficulté au moment où je vous parle, c'est que je pense qu'on va ouvrir assez peu d'établissements au mois de mai et que l'essentiel va se réouvrir entre le mois de juin, juillet, août, sans que je puisse, jusqu'au mois de septembre, sans que je puisse exactement indiquer aujourd'hui, de manière très précise, quel sera le plan de route sur chacun de ces actifs en créant de sa zone de chalandise. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Après, on sait qu'une fois qu'on a passé cette période, là, on va retrouver du flux. Je rejoins Jean-Michel, pour récupérer du REFA à des niveaux de ceux que nous avions en 2019 va prendre un certain temps. Est-ce que ça sera 12 mois? Est-ce que ça sera 18 mois? Est-ce que ça sera 24 mois? Et dès qu'il y aura un bout de flux, on va revenir, je pense, assez rapidement en cash flow positif. Alors, certainement pas avec les mêmes niveaux qu'avant, mais déjà, c'est déjà un moindre mal. Pour les métiers de la restauration qu'on connaît, on n'est pas sur des niveaux d'EBIT dans la restauration qui sont les mêmes. Ce n'est pas une activité à cash riche comme celle que peut être l'hôtellerie quand elle est bien gérée. Donc, c'est une activité qui est beaucoup plus pénalisée de manière évidente. Et également, toutes les activités de F&B dans nos hôtels, même si ce n'est pas le principal centre de revenus sur l'hôtellerie économique, et évidemment, ça va être un exercice de style, là encore, un petit peu compliqué. C'est très important pour moi quand même de mettre en lumière, et vous l'avez évoqué tous les deux à votre façon, on est dans un métier d'offre. Notre secteur est un métier d'offre avant tout. Et évidemment, il va falloir qu'à un moment donné ou un autre, on arrive à faire ce phasage entre la rencontre d'une demande qui revient graduellement et d'une offre qui est disponible. Parce qu'évidemment, si les gens qui ont pour l'instant, à date, plutôt un peu épargné, donc on verra comment tout ça évoluera, mais globalement, ils sont là, ils sont disponibles. Donc, si l'offre en face n'est pas disponible, c'est assez compliqué. Donc, il y a pas mal de réseaux qui ont prévu de réouvrir dans les prochaines semaines, notamment des réseaux d'hôtellerie économique. Il y en a 3-4 très gros, donc je pense que vous verrez assez rapidement lesquels sont concernés. Justement, il faut qu'on ait ce courage entrepreneurial d'aller réouvrir l'offre pour que la demande puisse s'y exprimer. Jean-Michel, toi qui as déjà réouvert un peu et qui a surtout été assez smart et agile dans cette période de confinement, parce que je crois que c'est quand même un joli score, même sur le périmètre de tes hôtels, d'avoir eu 40% de taux d'occupation, là où la demande est très importante. C'est quoi les prochains mois? Comment tu vois graduellement la demande revenir? Est-ce que vous avez déjà fait des business plans? J'imagine que vous les refaites toutes les semaines, mais à date, qu'est-ce que ça donne chez toi, cette réouverture et la montée de la demande? Écoute, nous, on est, effectivement, on n'a pas arrêté, donc on n'a pas le sentiment, si tu veux, de devoir, se remonter les manches pour se dire: «Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?» En fait, effectivement, on s'est confronté tout de suite au marché, et donc on est effectivement on a remobilisé tous nos clients. C'est-à-dire qu'on a une base de données, qualifiée de 80 000 clients, 14 000 gros corporates. Donc on les a informés tout de suite qu'on faisait, un processus, de garantie, sans contact pour les rassurer, leur dire: «Si vous venez dans nos hôtels, vous avez déjà un processus quasiment certifié». Donc ça, si tu veux, là, ça marche bien parce que
les BTP qui travaillent autour de nos hôtels sur lesquels on a, où les chantiers ont repris, ils sont revenus dans nos hôtels. Tu vois, on a même si c'est à 200 kilomètres, ils viennent dans nos hôtels. Donc on récupère ce type de clientèle-là. Mais si tu veux, le backdrop du marché, c'est quand même 10 de décroissance sur l'année. On va avoir un déficit de 12 déficit public 12 une dette de 120. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une contrition malgré tout, tu vois, quel que soit l'effort qu'on va faire commercial, de la demande parce que si on dit qu'il y a 10 de décroissance sur un marché, ça va forcément avoir de l'incidence tu vois, sur la demande, hôtelière et restauration et de biens d'équipement et cetera et cetera. Donc, ce qu'on essaye de faire effectivement, c'est de s'appuyer sur nos clients, déjà, mais aussi de s'appuyer sur un travail commercial de zone primaire extrêmement, granulaire pour préciser à tous les clients qui sont autour, qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas, leur dire: «Bah, écoutez, nous, on est ouverts, on a un processus, de sécurité pour nos clients et pour notre personnel». C'est essentiel, c'est vraiment, fondamental, et voilà, on va voir ce que ça fait ce que tu vois, ce que ça fait. Est-ce que les 40 vont devenir 60 au mois de mai? J'en sais rien. Moi, je suis très content de savoir qu'il y a d'autres qui ferment, tu vois? Heu, mais le point pour moi, c'est pas tout à fait celui-là, parce que tout le monde va se mettre au travail, tout le monde a envie de travailler. Enfin, je veux dire, quand on parle avec les directeurs, ceux qui étaient chez nous un peu en veille, qui avaient 3 ou 4 chambres par semaine, ils en ont marre, ils ont envie de travailler. Tout le monde a envie de travailler. Le seul point qui pour moi n'est pas encore clair, c'est le positionnement prix que vont tenir, les opérateurs sur le marché. Soit on est dans une dynamique, si tu veux, où il faut, couvrir les coûts fixes, on descend les prix, moyens et on fait quelque part quelque chose qui ressemble à une guerre de prix, tu vois? C'est-à-dire, le price point du 4 étoiles va venir sur le 3 va venir sur le 2 et le 2 va essayer de venir sur le 1, tu vois? Et là, il va y avoir, une difficulté pour les plus faibles, je pense. Soit il y a une rationalité qui s'installe assez vite parmi les gros opérateurs, les opérateurs, de telle sorte à ne pas dégrader cet élément, tu vois, qui est salvateur pour l'économie, en fait, d'un hôtel. Et dans ce cas-là, je pense que même si on a une demande plus faible, on peut être un peu plus rassuré sur l'année 2020, tu vois? Donc le comportement, pricing des opérateurs sur le marché va être clé. Soit il y a quelque chose d'irrationnel et là, ça va faire beaucoup de dégâts pour beaucoup à mon avis, d'indépendants ou même d'hôtels qui appartiennent à des groupes, hein. Je veux dire, parce que, sur un marché donné, on n'est pas price maker, donc du coup, on va être, en mauvaise position. Et s'il y a pas cette, irrationalité-là, heu, je suis un peu plus rassuré, tu vois? D'accord, mais tu nous as pas dit, c'est quoi ta prévision sur le chiffre d'affaires de 2020? C'est quoi? C'est -10, -15? Écoute, Tu es pas obligé de nous donner un secret, mais donne-nous un ordre de non, mais grandeur. je vais pas le dire à Jean-Marc parce qu'il va du coup mobiliser tous ses hôtels dès demain matin pour qu'il fasse comme Dalmata Hospitality, mais non, mais si tu veux, nous, il se trouve qu'avril était, tu veux 40, on est qu'à, allez, un tiers de moins de ce qu'on faisait d'habitude, tu vois ce que je veux dire? Bon, ce qui va être essentiel, c'est le mois de mai, effectivement. Est-ce qu'on va arriver à récupérer pas mal en mois de mai et juin? Ça va déterminer ce qu'on va avoir sur la fin de l'année. Moi, j'ai plutôt, dans notre business plan, réajusté, on s'est plutôt positionné comme une reprise à peu près à la normale, en imaginant qu'il y ait pas de seconde vague, plutôt en septembre, tu vois? C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de notre budget, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà. On n'est pas complètement à 100, mais donc ça veut dire qu'entre maintenant et fin août, Alors, on s'attend à quelque chose de dégradé, si tu veux. Jean-Marc, de ton côté, qu'est-ce que remontent tes partenaires sur les business plans? Parce que j'imagine c'est un peu l'exercice, c'est devenu presque un rituel, hein, comme on se brosse les dents le matin et le soir, on travaille ses PP assez régulièrement. C'est quoi ce qui remonte de ton réseau de partenaires? Parce que vous avez quand même un volume d'hôtels assez important. Tu as un peu un consensus marché qui ressort de ça? Oui, oui, puisqu'on travaille avec 47 exploitants différents, donc chacun de nos 210 hôtels est exploité par l'un de ces 47 qui font partie des meilleurs élèves de la classe. Peut-être pour apporter, une projection sur le TO et le PM et éventuellement sur le RevPAR. Heu, donc déjà pour savoir, c'est que nous, on est sur un segment qui est, économique milieu de gamme, donc on est sur du 2, 3, 4 étoiles. Donc on est moins sur du 1, 2 et 3. On est juste un petit peu décalé. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, quand on regarde
En moyenne, notre hôtel est un 3 étoiles avec un prix moyen qui est autour de 90 €, 85, entre 85 et 90 €. On en a un certain nombre qui sont ouverts, je le disais. Donc sur 13 de nos hôtels, on est sur un TO moyen qui est de 35 et pour autant avec assez peu d'hôtels qui sont réquisitionnés. Donc je ne dis pas que c'est très glorieux, mais c'est quand même une indication dans une période de confinement dur de ce que ça peut donner. Ramener, je pense, du portefeuille, puisque je fais 87 qui sont fermés, évidemment, le TO n'a plus rien à voir. Peut-être 2 indicateurs, parce qu'on essaie de chercher la lumière. Il y a un indicateur qui est intéressant, c'est celui qu'on voit de Chine, même si le marché est totalement différent. Au moment où nous parlons, en Chine, le taux d'occupation moyen est compris entre 30 et 35 avec une énorme disparité selon les segments. Donc, à fin avril, dans le domaine évidemment du luxe et du haut de gamme, avec des taux d'occupation étant de l'ordre de 10 mais montant sur le segment économique milieu de gamme, montant jusqu'à des 60. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, certains de nos hôtels sont à du 35 chez Jean-Michel à du 40 considérant que passer un TO de 50 on peut trouver un business model avec une certaine forme de rentabilité, on voit quelle est la marge qu'il faut arriver à franchir. On ne va certainement pas retrouver les TO que nous avions dans certains de nos hôtels, dans des emplacements premium de grosses agglomérations où on pouvait dépasser les 80 ou à Paris même les 90 bien évidemment, mais des niveaux assez satisfaisants. Sur la question du PM, on a quand même vécu une situation qui, certes, a touché quelques zones territoriales qui étaient Paris et qui était la Côte d'Azur, avec les attentats, puisque avec les attentats, on va dire que l'hôtellerie en province n'a pas été réellement impactée. Et ce qu'on a pu constater de nos hôtels, ce sont ceux qui ont maintenu des PM les plus importants, sans les baisser, qui finalement s'en sont le mieux sortis. Euh, ont eu une érosion relativement modeste, on va dire, du TO là-dessus, liée à cette maintien du PM, mais au bout du compte, en termes de RevPAR, bien évidemment, sont assez bien sortis. Donc, en tout état de cause, de notre côté, si ça peut rassurer Jean-Michel, le maître mot de notre côté, c'est en tous les cas pas du tout une guerre des prix. C'est au contraire, je dirais, c'est du PM. On est face à des clients qui sont là vraiment pour satisfaire un besoin d'hébergement. L'emplacement de l'hôtel est clé par rapport à un déplacement professionnel. La qualité du service, et puis le protocole sanitaire qui va être mis en place. Lorsqu'on est sur un prix moyen à 90 euros, en tous les cas, on ne pense pas que c'est ça, c'est là-dessus que la différence va se faire essentiellement. Ça va être sur la qualité de l'accueil et sur, on va dire, d'être excessivement clair sur le protocole sanitaire qu'on va pouvoir mettre en place. Et on espère un retour, on espère un redémarrage à partir du mois de septembre de manière beaucoup plus lisible. Voilà, on rentre dans une période un peu de flou jusqu'à l'été. Non, c'est sûr qu'une guerre des prix serait mortifère, n'aurait aucun sens. Et je Aucun pense que sens. la responsabilité de l'ensemble des acteurs, enfin tout le monde a une lecture, j'imagine, plutôt assez mature du marché et on trouvera le juste équilibre. C'est sûr, il faudra un peu que ça se comprime, mais il faut trouver la bonne mesure. J'avais une dernière question pour vous, parce que bon, on parle beaucoup de l'année 2020, on est dans l'urgence, on a évoqué un peu la phase de relance. Vous pensez qu'on fait quoi en 2021, votre pronostic comme ça, et puis on se reprendra un café ensemble pour regarder ça l'année prochaine, où on termine 2021 encore un peu en contraction, stabilité. C'est quoi un peu vos pronostics de part et d'autre, Jean-Michel? Nous, pour une fois de plus, parce qu'on est sur le 1 3 étoiles, avec un corps, tu vois, un barycentre à 2 étoiles et demie entre guillemets. Nous, il faut que, enfin, je veux dire, notre objectif, c'est 2021, effectivement, être le 2020 qu'on avait prévu pour 2020. Donc on est quand même assez, assez opportuniste. Enfin, tu vois, on a une volonté importante, d'autant plus que on va augmenter le portefeuille de 30 au mois de septembre, parce que c'est une opération qu'on devait faire, au mois de mai et qu'on a dû, décaler, fin septembre. Et donc, on essaye de jouer, si tu veux, un effet de masse, sur un opérateur qui peut justement mutualiser beaucoup d'actions, commerciales, beaucoup d'actions, RM, sur un portefeuille plus grand. Donc on a effectivement une ambition de retrouver, ce qu'on avait prévu sur 2020 en 2021. Donc ça veut dire que comme le 2020 va être, finalement dégradé, ça veut dire une grosse augmentation par rapport à 2020. Mais parce qu'on on part de l'hypothèse que sur notre segment à nous, on va être, en principe là où la demande va être la plus en reprise.
et là où il va y avoir le moins de garde-prix et où il va y avoir effectivement une nécessité, enfin, d'hébergement évidente, enfin où le paradigme de marché qui caractérise la demande va pas changer fondamentalement, voilà. Donc on est plutôt assez maintenant, c'est conditionné par ce qu'on va faire dans les 3 prochains mois qui viennent. Franchement, c'est très important et surtout s'il y a une deuxième vague. Si jamais il y a un phénomène de deuxième vague, tu vois, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui sur 2021, mais tu vois, tout est décalé. Donc bon, pour répondre à ta question simplement et désolé d'avoir fait cette circonvolution, mais je pense qu'il faut qu'on soit au-dessus de 2019 en 2021, oui. OK. C'est ambitieux, c'est bien. Il faut et j'espère que ce sera le cas d'ailleurs. J'espère que ce sera une prophétie autoréalisatrice. Jean-Marc, toi, est-ce que tu as réussi à faire lever les yeux jusqu'à 2021? Il y a une furieuse envie de reprendre pour certains ou d'en découdre avec ce virus d'une manière ou d'une autre. Donc il y a une énergie que, comme je n'ai jamais pu, voilà, certaines personnes me disent, on a l'impression de se retrouver dans le cadre de la bulle Internet des années 2000. Donc il y a un bouillonnement, donc il y a une envie. Donc je ne sais pas si le parallèle est le meilleur en la matière, mais bon, il y a énormément d'énergie. Après, je pense que, sans pour paraphraser ce qui a été dit, il y a prudence et confiance. La prudence, c'est évidemment, s'il y a une deuxième vague qui entraîne un reconfinement important, c'est très problématique. Le scénario, il est plutôt à la confiance et selon la typologie des actifs et selon la zone de chalandise et la territorialité de ces actifs, on va considérer qu'on va se laisser entre le Q4 2020 et toute l'année 2021 pour aller retaquiner en fin 2021 des niveaux d'activité que nous avions en 2019. Voilà. Mais assez rapidement, quand même, dans une situation où, en tous les cas, on est en cash flow positif et en EBITDA positif. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Moi, je me souviens en 2008, j'étais dans un grand fonds d'investissement et on était au cœur de la tourmente, parce que c'était ce type d'institution qui donc aujourd'hui, l'hôtellerie se trouve un peu au cœur de la tourmente aussi, je veux dire. Et je me souviens les mêmes questions qu'on posait, hein, en plein cœur de la tourmente, hein, parce qu'aujourd'hui on est quand même encore en plein cœur de la tourmente par des spécialistes comme toi, Vangelis. Ils disaient: «Beh, qu'est-ce que vous voyez pour le private equity, d'ici un an? Est-ce que ça va reprendre?» Enfin, c'était très difficile d'arriver à avoir tu vois, un élément, solide en disant: «Bah, private equity, c'est fini» ou «Private equity, ça va exploser», tu vois? Entre ces deux extrêmes, je pense que l'hôtellerie, elle y sera toujours. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la nécessité de s'adapter encore plus dans une sortie de crise comme celle-là. Et si on fait notre métier comme le font les opérateurs, qui ont la confiance d'Extendam et comme le fait Dalmata Hospitality, on doit être en position de répondre à une demande de service, tu vois? Qui soit le plus adaptée à des peut-être des nouvelles conditions d'activité. Donc voilà, il faut pas et je reprends tout à fait ce que dit Jean-Marc, il a raison, on a vraiment envie de montrer qu'en tant qu'opérateur, on est capable de répondre à vos besoins. Regarde, on n'en a pas parlé, mais sur le 4 étoiles, 5 étoiles, qui va aller sur, du Airbnb qui est pas, bien nettoyé avec, tu vois? Je veux dire, il peut y avoir aussi ce changement de paradigme qui va être très positif pour des hôtels. Peut-être qu'il y aura moins de, heu, peut-être qu'il y aura moins de voyages, mais il y aura aussi moins de concurrence d'Airbnb sur des grandes places comme Paris ou comme Barcelone, Berlin, tu vois? Il peut y avoir des micro-phénomènes comme ça, dont on ne perçoit pas aujourd'hui ni l'impact ni l'amplitude. Voilà. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un changement de paradigme. En tout cas, je suis très, très, très content de la dynamique dont vous faites preuve, parce que c'est vrai qu'à date, le consensus sur le marché est peut-être un petit peu plus gris que celui que vous incarnez. Et je pense que c'est vraiment important qu'il y ait des investisseurs, opérateurs et des réseaux comme les vôtres qui, justement, soient acteurs de la dynamique et de la reprise. De toute façon, si nous, on n'a pas confiance en notre secteur, qui l'aura à notre place? Et effectivement, il répond à une question essentielle, qui est le besoin de mobilité, qui aujourd'hui est un acquis dans nos sociétés. Il va se redimensionner. Peut-être un mot de la fin pour chacun d'entre vous sur l'évolution des produits. En quelques mots, est-ce que vous pensez qu'on a encore des mutations profondes à effectuer dans les hôtels?
Jean-Marc, les CAPEX, alors ça va donner quoi? Tu sais, les CAPEX, on était de toute façon dans une industrie, tu es bien placé pour le savoir, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a investi dans ce secteur-là, qui connaissait déjà un nécessaire mouvement de transmission, de consolidation, de rénovation. Donc, voilà, donc de nombreux investissements qui déjà étaient structurels, hein, donc ça bouffe pas mal de CAPEX, tu l'indiques. Et puis en plus, on a connu la révolution du digital en passant des OTA avec les Airbnb. Après, on y a rajouté les couches ISR environnementaux bien nécessaires et indispensables là-dessus. Maintenant, on va y rajouter une couche de sanitaire qui s'impose à nous. Donc, ça veut dire que le travail est excessivement important. Donc, plusieurs manières de répondre à ta question. Je pense qu'il y avait déjà un certain nombre de phénomènes qui étaient des questions que les uns et les autres se posaient, liés au télétravail, au coworking, la manière de voyager, de consommer du voyage, les modes de transport divers et variés. Et comme toute crise, cette crise va être un catalyseur de tout ceci et va être un accélérateur sur un certain nombre de sujets. Tu le sais, les pouvoirs publics aussi aujourd'hui se rendent compte que finalement le tourisme, au sens général du terme, dont l'affaire fait partie, contribue énormément au PIB national et que on a besoin de pouvoir aider et ne pas laisser partir ce secteur. Il y a besoin d'avoir de nombreux investissements. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion aujourd'hui de pouvoir se reprolonger, se reprojeter, et non pas sur des investissements très court-termistes que nous demandaient nos investisseurs sur des durées de retour sur investissement de 6 à 8 ans, et peut-être d'aller maintenant, aujourd'hui, se poser des vraies questions pour pouvoir arriver à trouver les outils et les moyens d'investir sur des durées beaucoup plus longues et beaucoup plus structurelles dans ce secteur. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de consultations, il y a beaucoup de réflexions, on est en plein dedans, on va voir ce qui va en ressortir. En tous les cas, on essaie d'être tous très actifs là-dessus. Je pense en tous les cas que c'est très encourageant parce que, n'oublions pas, les fondamentaux sont excellents. En plus, sur un territoire France comme le nôtre, qui est quand même un territoire économique qui est quand même majeur, avec une densité de population active qui est très importante, avec des flux de déplacement qui sont juste très forts. Donc voilà. Je voulais revenir là-dessus. On a aussi une autre chance, euh, c'est que ça sort beaucoup de data. Et ce n'est pas des data, on parlait tout à l'heure de private equity, on sort des data au jour le jour dans l'hôtellerie. Et notre force peut-être, ça sera de pouvoir expliquer, preuve à l'appui, la résilience que j'espère pouvoir prouver de notre modèle sur les différentes phases. Donc, on n'est pas en train de parler d'une prise de rendez-vous à dans 24 mois pour voir ce qui va se passer. C'est de pouvoir communiquer au quotidien sur les taux d'occupation, les repas, et de le faire à toutes les phases. Et donc, j'espère que les mois de septembre, octobre, avec Jean-Michel et autres, de pouvoir montrer chiffre à l'appui à un certain nombre de personnes toute la résilience et l'intérêt de ce secteur et pourquoi il faut continuer à investir dessus, bien évidemment. Parfait. Jean-Michel, les CAPEX chez toi, alors, on arbitre comment? Non, non, mais nous, c'est un élément fondamental de notre business model. C'est-à-dire que si tu veux, il y a une durée de vie dans un produit, il faut être là pour le changer quand on arrive en bout de vie. Donc on va pas changer cet élément. Nous, on est plutôt dans une dynamique. Il se trouve qu'on a déjà fait beaucoup de CAPEX bien avant le confinement. Donc tu vois, on a changé 80% de nos hôtels, enfin on a rénové 80% de nos hôtels. Donc le sujet est plutôt en arrière. On est plutôt dans une dynamique de croissance puisqu'on va augmenter d'un tiers notre base installée. Ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, moi, je me sens assez confiant aussi parce que chez Dalmata Hospitality, on peut mutualiser sur quasiment 50 hôtels l'ensemble de notre effort. C'est-à-dire que si on a des hôtels qui sont avec 4 chambres par semaine, si on peut le compenser, couvrir les charges fixes de l'ensemble du groupe, c'est aussi parce qu'on a des hôtels qui sont à 70% aujourd'hui dans une période de crise, tu vois. Et que l'effet mutualisation des efforts, ça permet d'assurer l'ensemble de l'emploi pour l'ensemble de nos salariés du groupe. Et ça, c'est un élément fondamental de notre business model. Et c'est ça aussi qui nous positionne vis-à-vis de nos banques, qui sont très rassurées par le fait que on est capable d'utiliser des leviers groupes sur une plate sur un portefeuille très large. Et le deuxième point, c'est que il faut rappeler aussi qu'on est nationalisé quasiment à 80 de notre activité, puisque grâce aux aides malgré tout de l'État, on pourrait pas survivre, que ça soit, un groupe comme Dalmata Hospitality, mais avec 50 hôtels, 200 hôtels comme Extend AM, même si ce sont des opérateurs différents. Pour certains, j'imagine, opérateurs, la possibilité d'avoir, du financement PGE.
je crois que c'est ça aussi qui est révélateur de l'importance de cette industrie dans un marché, comme le marché français et sans doute sur d'autres pays aussi. C'est que soutenir cette activité-là, à travers des aides de ce type-là, très puissantes, hein, parce que ça enlève beaucoup de contraintes, pour l'activité. C'est aussi un signe que, dans les activités de service, l'hôtellerie a sa place et a énormément de place, pour assurer la croissance de l'activité, globale sur le marché français. Et ça, il faut pas l'oublier, tu vois? Non, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, d'avoir partagé, ces éclairages sur l'investissement et vu de votre position, d'acteur du marché. Je pense que ça vient contribuer à donner un peu plus de transparence, de confiance légitime parce que justifiée, sur les perspectives de notaire. Je rappelle toujours qu'on peut être très fier, de notre industrie et de ses acteurs parce que, ils mettent beaucoup d'énergie et d'authenticité pour continuer à faire battre le cœur de cette industrie. Vous en êtes tous, au travers de tous les échanges qu'on a pu faire et celui-là aussi, de très, très bons exemples. Merci beaucoup, bon courage pour la suite et puis on se donne déjà rendez-vous pour se faire un point, sur l'évolution. Bonne continuation à vous, bon courage, merci beaucoup. Merci Merci à Merci, vous. Jean-Marc, merci merci, avec Jean-Michel. Salut. plaisir. Merci. Au revoir.